Et du coup, plus précisément sur les croyances limitantes et notamment celles qu'on se fabrique avec la petite voix qu'on a dans la tête, que moi j'appelle tendrement le connard ou la connasse intérieure. Il n'y a rien de plus stupide que de continuer à faire les mêmes choses qui produisent les mêmes résultats. Et tant que tu ne mets pas le doigt dessus en disant ça c'est important pour moi, eh bien, les schémas se répètent. Non seulement tu auras un tel niveau et tu seras tellement reconnu que les gens te diront bah, en fait, croyance limitante, connard intérieur, c'est lui. Voilà, personne d'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mehmet Gül. Mehmet, bonjour. Salut Youssef, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, tu es venu pour nous aider à détruire en fait tous les blocages qu'on rencontre récurremment dans la vente. Et pour faire ça, voilà, tu as un passé, tu es déjà spécialisé en PNL, donc la programmation neurolinguistique. Je vais te laisser te présenter et puis nous expliquer un peu pourquoi tu es la bonne personne qui pourrait nous parler de ça. Alors, merci à toi, merci pour l'invitation aussi. Et effectivement, aujourd'hui, je suis coach depuis un peu plus de 5 ans. Je suis coach en programmation neurolinguistique. Et auparavant, j'ai un passif de plus de 20 ans, 24 ans à peu près sur le management. Et en fait, toute ma carrière, j'ai été cadre dirigeant dans de très grosses boîtes du CAC 40. Et pendant tout ce parcours, en fait, j'ai travaillé non seulement à faire progresser les personnes qui étaient autour de moi. J'ai coaché à peu près plus de 200 managers pendant toute ma carrière et des managers de tout niveau. Ça peut être des directeurs régionaux, ça peut être des directeurs France, des managers en magasin, etc. Et ça m'a donné, si tu veux, une vraie vision de comment accompagner les gens, comment leur faire performer dans leur métier et surtout les débloquer parce que la plupart du temps, ce que j'ai constaté, c'est que les problèmes étaient plutôt internes, donc personnels, et ça avait un impact sur le professionnel. Donc, au bout de 24 ans, par la force des choses, on va dire ça comme ça, j'ai eu un accident personnel compte tenu du stress que j'avais développé pendant toutes ces années dans mon travail. Les métiers de cadre dirigeant, c'est quand même des métiers pas faciles parce que tu te lèves le matin à 6 heures jusqu'à 21 heures du soir, tu ne sais pas quand est-ce que tu reviens. J'avais plus de vie, je ne voyais plus mes enfants grandir et ce n'était pas vraiment ça que je voulais parce que les 3 dernières années de salariat, pour moi, ont été un calvaire et je sentais que j'avais besoin de liberté, besoin de partir, mais je ne savais pas comment faire. Et donc, du coup, j'ai eu un problème de santé qui a tout remis en question. Et 15 jours après ce problème de santé, on m'a licencié. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est un message de l'univers qui me dit, c'est le moment de repartir à zéro et puis de faire autre chose. Et là, je me suis posé les vraies questions par rapport à moi, par rapport à ce que je voulais, qui j'étais, ce qui me motivait dans la vie. Et ce qui est apparu, c'est d'accompagner les autres, ce que j'ai fait en fait pendant toute ma vie. Et du coup, plus précisément sur les croyances limitantes et notamment celles qu'on se fabrique avec la petite voix qu'on a dans la tête, que moi j'appelle tendrement le connard ou la connasse intérieure. C'est un terme technique pour pouvoir le retenir. Et l'idée, c'est que je me racontais plein d'histoires qui m'empêchaient, moi, de me développer, de développer mon business et par la force des choses, de trouver des clients. Et ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières années de mon business, j'ai fait mais vraiment zéro. Walou, j'ai fait zéro chiffre d'affaires parce que justement, j'avais tout un tas de blocages, des histoires que je me racontais sur ma légitimité, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Et comme j'étais dans un état d'esprit encore salarial, c'est vraiment le formatage salarial qu'on nous a mis dans la tête de oui, tu n'as pas le salaire à la fin du mois, donc qu'est-ce que tu vas faire? Il y a les factures, etc., etc. Enfin, tout un tas d'histoires qui me polluaient. Et du coup, la première des choses que j'ai fait, c'est d'aller chercher des outils qui vont permettre de sortir de tout ça. Alors, pendant 24 ans, je me suis formé à quasiment tous les outils. Et celui qui m'a vraiment transformé, c'est la PNL. Et la programmation neurolinguistique, c'est un outil de communication à la base et c'est un outil de modélisation de l'excellence. Ça veut dire simplement que si tu as des problèmes à communiquer avec toi-même et avec les autres, eh bien, c'est un outil qui va te permettre d'aller justement débloquer et reparamétrer, reprogrammer ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir aller dans une meilleure communication. On dit souvent en PNL une communication écologique. Donc, l'idée, c'était comment je fais moi quand le produit, c'est moi. Parce que quand tu es dans une boîte
tu es salarié, tu as un produit à vendre. La boîte, elle a une notoriété. Tu es chez Apple ou chez je ne sais pas qui, c'est facile, tu vois. Mais quand le produit, en tant qu'entrepreneur, le produit, c'est toi, là, c'est plus du tout la même. Pourquoi? Parce que déjà, dans ta tête, c'est mais qui je suis moi pour vendre ça? Pourquoi les gens viendraient payer cette somme pour moi? Et imagine, je mets des prix trop élevés. Non, c'est pas bien, mais il y a des gens, et là, tu commences à te comparer aux autres. Ouais, mais il y a des gens, on regarde, lui, il fait ça, et c'est mieux, et machin. Et tout un tas d'histoires que tu te racontes comme ça. Et donc, au final, après avoir découvert la PNL, j'ai commencé à travailler là-dessus et j'ai modélisé des personnes qui avaient déjà fait le chemin, des mentors, des formateurs, des entrepreneurs à succès. Et l'idée, c'est que ces gens-là, bah, le chemin-là, ils l'ont déjà fait. Donc, je me suis inspiré d'eux par rapport aux actions qu'ils ont mis en place. Mais après, en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, il fallait aller plus loin. C'est-à-dire, il fallait les creuser dans les croyances limitantes que j'avais en moi pour pouvoir les reprogrammer, mais surtout ne plus jamais revenir là-dedans. Donc, j'avais besoin de mieux me connaître, d'avoir le bon état d'esprit et surtout de continuer à rester dans l'action. Et tout ça, bah, ça ne s'est pas fait sans mal, hein, parce que je n'ai pas eu de résultats pendant les 2 premières années. Ça a commencé à décoller à partir du moment où j'ai transformé la croyance que j'avais que j'y arriverais tout seul. Et souvent, quand tu as 20 ans d'expérience, c'est comme le Titanic. Tu sais que le capitaine Smith, pour le Titanic, il avait 35 ans d'expérience et quand la Starline l'a appelé pour lui dire « Bon, Monsieur Smith, on voit que vous pour piloter le Titanic avec l'expérience. » Et le mec, en fait, il a pris la confiance en se disant « Ouais, moi j'ai 35 ans d'expérience. » Mais il ne s'est pas rendu compte que quand il tournait le gouvernail du Titanic, ça mettait environ 15 à 20 minutes avant de tourner. C'est pour ça qu'il s'est pris le seul iceberg qu'il y avait sur l'océan. Tu vois, et ça ne l'a pas empêché de couler malgré ses 25 années d'expérience. Donc, l'idée, c'est ne pas rester sur ses acquis, remettre en question finalement, tu vois, toutes ces connaissances que j'avais en moi et du coup, le reprogrammer grâce à la PNL. Et là où j'ai reprogrammé beaucoup de choses aussi, c'est quand j'ai investi pour me prendre un business coach qui m'a vraiment montré la voie sur la stratégie, comment vendre à des prospects des coachings à plusieurs milliers d'euros. Ben, tout ça, en fait, a été un vrai long chemin et dur chemin. Et pendant toute cette période, pour que tu aies une idée en fait, du parcours, les 2 premières années, je me suis pris à peu près, je n'ai pas vraiment fait le calcul en détail, mais à peu près 200 refus. Et les 6 mois, les 3 mois, les 6 mois que j'ai passé avec le business coach, je me suis encore pris 50 refus de plus par des gens où je disais, bah, tiens, j'ai un service à te proposer, je suis coach, machin. Non, ça ne m'intéresse pas, ou non, les gens ne viennent pas au rendez-vous, ou enfin bref, que des trucs comme ça. Et donc, au bout du 250e client, je close enfin, j'aime pas ce terme-là, mais j'accompagne enfin une personne qui décide de signer avec moi le premier accompagnement haut de gamme, 3 700 €. Et là, tout se débloque. J'atteins les 5 chiffres dans les 3 mois qui suivent et tout commence à bouger. Mais avant d'arriver là, il a fallu justement passer par toutes ces étapes qui, finalement, m'ont appris une chose, c'est que quoi qu'il arrive, statistiquement, tu vas réussir. Statistiquement, tu es programmé à la réussite si tu continues d'avancer. Et en fait, ne pas m'arrêter au 251 refus, au 250, parce que le 251e s'est passé, ne pas s'être arrêté là, ça m'a permis justement d'aller trouver mes premiers clients, de trouver ma cible, etc., etc. Et je t'avouerai que ce n'est pas simple encore aujourd'hui parce que chaque niveau, dès que tu passes, OK, tu as fait tes 5 chiffres, tu veux aller sur 6 chiffres, 7 chiffres, chaque étape a ses problématiques. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne des gens qui ont déjà passé les 7 chiffres dans leur business et on voit bien qu'il y a d'autres problématiques qui sont encore beaucoup plus grandes. Bah, franchement, tu nous as donné envie d'en savoir vraiment plus et de vite débloquer tous les problèmes. Certains, tu les as évoqués, d'autres, je pense qu'on va rentrer dedans. Mais ce que je veux me mettre, c'est vraiment qu'à la fin de l'épisode, on se connaisse un peu plus, qu'on sache, qu'on puisse comprendre pourquoi identifier en fait les blocages qu'on a. C'est-à-dire, voilà, ici, on va parler de différents blocages, on va parler de notre pote, le connard intérieur, et on va aborder un peu tout. Mais à chaque fois, si, on va aussi, surtout, parce que c'est le plus important, donner une piste de solution, quelque chose qui va nous aider quand même à battre ce connard intérieur et voir un peu
comment on peut régler ça. Donc, je vais te laisser voir en fonction des blocages les plus récurrents. Et moi, un blocage qui revient souvent, que j'entends beaucoup et que tu as évoqué aussi, c'est quelle valeur je me donne. Je ne sais pas si tu mets ça avec le syndrome de l'imposteur, mais c'est vraiment quelque chose En lien, ouais, c'est en qui lien. c'est très, très récurrent. Donc, si tu peux nous en parler déjà, si tu as rencontré Bien sûr. certains cas, et Bien surtout sûr. après, comment on peut le résoudre. Bien sûr. En fait, la valeur qu'on se donne, elle est en lien direct avec l'estime de soi. Et l'estime qu'on a pour soi-même, c'est la capacité à reconnaître finalement les talents qu'on a en nous. Et ça, comme je disais tout à l'heure, quand le produit, c'est toi, c'est un peu moins évident parce que tu as plus, et ça c'est naturel, c'est le connard intérieur. Alors, encore une fois, le terme de connard intérieur, ce n'est pas négatif. Le connard intérieur, c'est simplement un enfant à l'intérieur. Euh, Quand un enfant, tu ne réponds pas à une de ces questions, qu'est-ce qu'il fait? Il répète. Et il répète de plus en plus fort jusqu'à ce que tu l'écoutes. Et si tu ne l'écoutes pas, il se roule par terre, il pleure, il crie, il tape les pieds par terre. Dans la tête, c'est la même chose. Quand tu n'écoutes pas l'intuition ou l'idée que tu as, eh bien, cette idée, elle prend plus de place et c'est pour ça qu'elle se transforme, elle devient un peu plus violente parce que l'écho devient plus fort. C'est pour ça que je prends ce raccourci du connard ou de la connasse intérieure et finalement, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est juste un signal qu'il faut prendre en compte. Et à partir de là, tu comprends que le syndrome que tu as de l'imposteur, problème de légitimité ou de valeur que tu mets sur toi-même, c'est en lien direct avec l'estime que tu as de toi-même. Et donc, qui est aussi en lien avec la confiance, parce que l'estime amène la confiance et vice-versa. Et donc, l'idée, c'est que les personnes qui viennent me voir pour ça, souvent, elles regardent par comparaison ce qu'elles ont en elles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ouais, mais il y a un tel qui fait ça à tel prix. Qui je suis moi alors que je viens de débuter, je viens d'ouvrir ma boîte, pourquoi je mettrais ces tarifs-là? Et c'est partir du principe qu'on est en train de se comparer, on est déjà dans des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'on limite notre potentiel à la personne qui est en face de nous. Aujourd'hui, si je devais regarder le marché, des coachs PNL, il y en a des milliers. Et l'outil reste le même. J'aime bien donner la recette du gâteau au chocolat. Si tu tapes gâteau au chocolat sur Internet, alors moi je suis un chocovore invétéré, je mange du chocolat quasiment tous les jours. Tu sais, quand tu regardes sur Internet meilleur gâteau au chocolat du monde, il y a un espèce de gâteau au chocolat comme ça avec des espèces, tu sais, de sculptures dessus, mais un truc hyper stylé. Et il y a un des pâtissiers français qui est très fort là-dedans qui s'appelle Amaury Guichon. Il fait des trucs extraordinaires. Et regarde bien ce qu'il fait. Fondamentalement, le meilleur gâteau au chocolat du monde, il a les mêmes ingrédients que toi et moi, on a dans nos placards à la maison. Des œufs, du beurre, de la farine, 200 grammes de chocolat noir ou chocolat au lait. Tu prends, tu mixes et ça fait un gâteau au chocolat. Et l'idée, c'est qu'on a tous ces ingrédients-là. Par contre, la manière dont on va utiliser ces ingrédients, elle n'appartient qu'à nous. Et effectivement, quand tu regardes ça, au lieu de regarder l'intérieur, on va aller regarder l'extérieur en disant « regarde, l'autre, il fait ça ». Et quand tu es dans la comparaison, la justification, l'extrapolation, la supposition, où tu es en train de regarder en fait à l'extérieur tous ces défauts-là, tu es déjà en train de limiter ton potentiel. Donc, ce que j'aime bien donner comme tips, c'est un outil très puissant que j'ai élaboré et sur lequel je suis en train d'écrire un livre qui a pris du retard d'ailleurs. Et cet outil, en fait, c'est le filtre à particules. Le filtre à particules mental et émotionnel, c'est un outil que j'ai mis au point qui est en 3 étapes. C'est 3 questions de clarification intense qui vont te permettre de sortir de n'importe quelle situation problématique ou de croyances limitantes que tu as en toi. Et le syndrome justement de l'imposteur, de la légitimité ou de la valeur qu'on se donne, eh bien, est en lien direct avec cet outil-là et cet outil peut servir dans plein d'autres domaines. L'idée, elle est simple, c'est qu'à chaque fois que tu te poses la question de ta valeur, prends ces 3 questions et analyse avec ces 3 questions-là.
La première question, c'est dans la valeur que je me donne, qu'est-ce qui dépend réellement de moi? En fait, c'est de te poser la question de savoir sur quoi, toi, tu as une emprise directe, sur quoi tu peux agir concrètement, sans aller dans la supposition, dans l'extrapolation, dans l'interprétation, te dire ouais, mais l'autre est machin, il a fait ça, moi je suis à tant, j'ai mis 1 000 euros, l'autre il est à 5 000. Bon. Sortir de toutes ces histoires que tu te racontes. Et une fois que tu as fait ça, tu passes à la deuxième étape, deuxième question, où tu dois te dire, deuxième question, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ce qui ne dépend pas de toi, en fait, c'est le regard des autres, c'est comment les gens vont interpréter ce que tu es en train de faire. Tout ça ne t'appartient pas. Et quoi qu'il arrive, sache-le bien, tu seras critiqué. Aujourd'hui, les plus grands entrepreneurs, même ceux qui font des millions, voire des milliards, sont tirés vers le bas par des critiques. On leur balance de la boue tous les jours dessus. J'aime bien donner l'exemple, ça m'avait choqué un jour. Je regardais sur YouTube, tu sais, c'était le best-of des meilleurs dunks de Michael Jordan. Michael Jordan, meilleur joueur de basket de tous les temps, en tout cas pour moi et pour beaucoup. Et tu regardes ces vidéos, en bas de la vidéo, il y a quand même des gens, ils vont mettre des pouces en bas, ils vont aller mettre des commentaires, ils vont passer une partie de leur temps à vouloir exister par la critique, par la boue qu'ils vont jeter sur les gens. Et même Michael Jordan, il a des critiques, il va se faire critiquer. Dis-toi bien que toi aussi, derrière l'écran qui nous regarde, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et peu importe de quelle manière, parce que de toute façon, l'insulte en dit plus sur la personne qui l'émet que sur la personne qui le reçoit. Donc, la personne ne peut projeter que ce qu'elle a en elle, et si elle a de la merde en elle, elle va te projeter de la merde sur toi. Ça ne veut pas dire que cette merde t'appartient, et ça ne veut pas dire que c'est à toi de l'accepter. Ça lui appartient, c'est à elle de la gérer. Et à partir de là, quand tu sais que de toute façon, tout ce que tu vas faire sera critiqué, et souvent, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, c'est souvent les gens qui sont autour de toi les plus proches qui se sentent légitimes à te critiquer parce qu'ils ont une certaine intimité avec toi, tes frères et sœurs, tes parents, tes amis. Ils se sentent un devoir même de te dire « Ouais, mais là, tu ne devrais pas faire ça, mais tu as vu, machin, un truc, il fait comme ça. » Une seule chose à faire, de regarder qu'est-ce qui dépend de toi et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi. C'est pour ça que quand tu construis un business ou quand tu fais des choses en direction de ton business, fais-les seul et n'en parle qu'à des personnes qui ont déjà fait le chemin et pas aux personnes qui ne comprennent absolument pas ce que tu fais. Et la troisième étape de ce filtre à particules, qui est un outil très puissant pour pouvoir justement sortir de tout ça, c'est d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que tu vis ici et maintenant. La fin de la phrase est très importante, ici et maintenant, parce que quand tu construis tes croyances limitantes et la valeur que tu te donnes, tu la construis soit en regardant le passé. C'est comme si tu conduisais ta voiture en regardant dans le rétroviseur, en fait. Là, tu es sûr d'aller droit dans le mur. Et pareil, de ne pas être dans le futur, dans l'anxiété d'un futur qui n'existe pas, parce que si tu penses qu'à ça, tu ne vis plus le moment présent. Et dans chacune des expériences, et donc aussi bien dans la légitimité, le syndrome de l'imposteur ou la valeur que tu mets dans tes tarifs, tes prix, etc., en fait, le seul baromètre que tu dois avoir, c'est celui qui est en lien directement avec ce que tu fais concrètement. Et donc, pour ça, tu dois regarder ce que tes clients, tu leur apportes, ce que eux disent de toi et surtout, quel est le problème urgent et douloureux que tu résous chez eux. Et en fonction de ça, tu vas regarder ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre là-dessus. Et si effectivement, tu n'arrives pas à placer tes prix, ta valeur au bon niveau, il va falloir bouger la jauge et travailler là-dessus, en fait. Mais sans t'inquiéter de ce que les gens vont dire, de ce qui va se passer à l'extérieur. Le résultat, ce qui arrive à la fin, n'est qu'un signal sur le tableau de bord. Et ça, c'est un des présupposés de la PNL, une des règles d'or de la PNL. Dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Donc, tout ce qui arrive n'est que information et retour d'information. Et si tu prends ça en fait au pied de la lettre,
peu importe ce qui se passe, c'est de l'information que tu vas prendre. Tu vas regarder ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dedans. Et surtout, tu vas rester connecté ici et maintenant pour ne pas te faire des films sur le futur et pas regarder ton passé en disant « ouais, mais avant, je n'avais pas réussi et là, c'est pareil ». Non, tu restes ici et maintenant et tu analyses ça de façon pragmatique. Et une fois que tu as fait ça, ces 3 étapes-là, tu n'as plus qu'à regarder quelles sont les actions à mettre en place pour obtenir un nouveau résultat. Parce que comme disait Albert Einstein, il n'y a rien de plus stupide que de continuer à faire les mêmes choses qui produisent les mêmes résultats. Donc, il faut produire autre chose qui va produire un autre résultat. Parfait, parfait. Juste l'idée du filtre à particules, j'ai beaucoup aimé. Donc, si tu peux juste revenir sur les 3 questions, nous les citer en conclusion de ce point-là. En conclusion et pour récapituler, retenez ces 3 questions. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que je vis ici et maintenant? Parfait, parfait. Donc, c'est des questions qui vont nous permettre justement d'y voir un peu plus clair et de pouvoir par la suite avoir cette clairvoyance sur notre mécanisme de réflexion et qui va nous permettre justement par la suite de, comme tu as dit, changer les actions pour atteindre les résultats qu'on n'a pas encore obtenus. Tu as parlé tout à l'heure de, j'ai bien aimé la petite punchline, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Et c'est quelque chose qui, la peur de l'échec, surtout dans la mentalité, on va dire, francophone, c'est un tabou, ça fait vraiment peur. Et je suppose que tu as déjà vécu ça, tu as vu plusieurs personnes qui ont une peur bleue de l'échec. 250 échecs, 250 refus de clients, on pourrait considérer que c'est un échec. Pour moi, c'est de l'expérimentation aujourd'hui. Tu vois, et chaque jour, là aujourd'hui, je te donne un autre exemple. J'avais commencé à me lancer dans la publicité Facebook pour vendre un produit. Le produit, c'est un flop total. Personne ne l'achète. C'est un retour d'information. OK, j'arrête et je vais recommencer autrement. Point. Pas d'émotion en fait. Les gens vont se dire c'est facile à dire ça maintenant parce que voilà, tu es arrivé à un niveau où tu peux te permettre. Mais c'est vrai que avant d'arriver à ce niveau-là, tu as quand même pu continuer sur 250 échecs, comme tu as dit. Et donc, cette peur de l'échec, comment elle se manifeste, comment on peut la détecter et surtout comment on peut la résoudre? Alors, la peur de l'échec, elle est souvent en lien avec la procrastination. C'est-à-dire que quand on a peur de l'échec, c'est un peu comme si on se paralysait par la peur. Et ce que je constate pour les personnes qui sont dans la peur de l'échec, c'est que au départ, elles n'ont pas d'objectif clair et elles n'ont pas non plus de vision long terme. Alors, certains en ont, parce qu'il y a des gens qui vont avoir une vision très claire, mais qui vont avoir peur d'agir. Et dans les 2 cas, c'est souvent cette réflexion que je donne. Un objectif flou mène à une connerie précise. Et ça, c'est avéré dans tous les business. Parce que tant que tu n'as pas d'objectif, mais surtout tant que tu n'as pas de valeur pour soutenir cet objectif, et ça, c'est fondamental, cette valeur-là te permettra de passer à l'action. Quand on est dans cet échappatoire, entre guillemets, de la peur de l'échec, c'est qu'on n'a pas mis en perspective non seulement l'objectif, mais avant l'objectif, les valeurs qui nous drivent pour aller vers ce qu'on veut, en fait. Et tu me disais, c'est facile de dire ça, tu as pris 250 échecs, tu as un niveau, machin. Je l'entends, tu sais quoi? Et au départ, quand j'ai commencé, j'avais Wellou, je n'avais pas de niveau, j'avais rien. La seule chose qui me tenait, c'était ma valeur numéro 1 dans la vie, c'est la famille. J'ai 3 valeurs phares, la famille, la liberté et la sincérité. Et chaque fois que je me connecte à ça, tous les matins, j'ai envie de me lever à 5 heures du mat pour faire du mieux que je peux pour que ça fonctionne. Et tant que tu n'as pas fait une introspection intérieure pour trouver ces valeurs-là, si par exemple, dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, les personnes ne sont pas capables spontanément de se dire « mais c'est quoi mes 3 valeurs vitales dans la vie sans lesquelles je ne peux pas vivre ?» Déjà ça, un objectif flou mène à une connerie précise. Et forcément, ça va t'emmener de la peur, ça va t'emmener des doutes, ça va t'emmener des croyances, c'est-à-dire les croyances limitantes, tu sais, c'est un peu comme un oignon. Il y a un cœur au milieu. En fait, le cœur, c'est la croyance de base où tu te dis, bon, bah voilà, il y a un noyau, c'est
j'ai peur, en fait, j'ai peur de l'échec parce que je ne sais pas comment faire. Mais toi, tu vas dire non, non, j'ai peur de l'échec. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Et tu rajoutes des choses par-dessus. Et donc, l'oignon, il grossit, il grossit, il grossit. Et moi, ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, j'épluche l'oignon, tu vois, couche par couche, et on enlève toutes les couches pour retrouver le noyau de la croyance. Et donc, l'idée, c'est que quand tu es là-dedans, bah, à partir du moment où tu as compris que si tu ne prends pas des décisions en fonction de tes valeurs, bah, la vie, elle va t'amener des challenges qui vont t'amener vers ces valeurs. Et tant que tu ne mets pas le doigt dessus en disant ça, c'est important pour moi, eh bien, les schémas se répètent. Peur de l'échec, peur de réussir, parce qu'il y a aussi des gens qui ont peur de réussir, de ah, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent, comment ça va être, etc. Il y en a, ils sont vraiment là-dedans. Et à partir de là, de garder en mémoire cette formule aussi. J'aime beaucoup cette formule. Je crois que c'était un mathématicien, c'est une blague de matheux, ça, tu sais. Une demi-décision égale un bordel au carré. Et ça, c'est ce qui se passe dans la tête et dans le cœur. Quand tu prends des demi-décisions, il n'y a rien de pire pour toi dans ta vie. C'est j'y vais pas. J'achète pas. Tu es toujours dans le doute. Là, non seulement ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Le cerveau, il a un mécanisme un peu comme la satiété quand tu manges. Tu sais, ton cerveau, il enregistre, au moment où tu t'assois à table pour manger, il enregistre le début. Et quand il a bien mangé, l'estomac, il est plein, il y a un message qui vient au cerveau pour dire stop, là, on est plein. C'est bon. On a bien mangé, ça veut dire début, fin, c'est OK. Là, en fait, ton cerveau, tu ne lui donnes rien. Pas de début, pas de fin. Loi de Parkinson. Imagine, c'est comme si je te disais, tu cours un 100 mètres, mais le 100 mètres, il est infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Là, tu es sûr que mentalement, tu vas t'épuiser, tu vas t'énerver et du coup, tu vas lâcher l'affaire plus rapidement. Quand tu es là-dedans, il faut arrêter. Il faut prendre une vraie décision, même si la décision est merdique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que du feedback. Personne ne peut venir te juger en te disant ce que tu as fait, c'est bien, c'est pas bien. Non, fais-le et vois ce que ça donne. Il n'y a qu'en le faisant que tu le sauras. Et tout à l'heure, tu as parlé du côté statistique, justement, avec l'échec. Tu disais que chaque erreur te rapproche statistiquement de la réussite. Mathématiquement, moi, je le vois, mais est-ce que tu peux l'illustrer de manière plus précise pour permettre aux personnes de surmonter, en fait, ces Bien échecs? sûr. Statistiquement, moi, il y a un de mes mentors qui nous raconte souvent cette histoire. Les personnes qui font des récoltes de dons dans la rue pour Greenpeace, pour Médecins du Monde, la Croix-Rouge et tout, ces gens-là, en fait, ils savent que quand ils vont dans la rue et qu'ils vont secouer le petit bol avec les pièces, dire hey, monsieur, bonjour, vous voulez pas mettre une pièce et tout, ils savent que toutes les 100 personnes, ils vont avoir une personne qui va mettre une pièce. Donc, l'idée, c'est comment aller plus vite trouver cette personne-là. Et statistiquement, dans le business, c'est la même chose. Regarde bien, et là, j'aime bien donner l'histoire de KFC. Le colonel Sanders, je ne sais pas si tu connais l'histoire de KFC, mais c'est un vieux monsieur, je crois qu'il a plus de la cinquantaine, il vit dans le Kentucky et tous les week-ends, il fait des barbecues pour sa famille. Et il a une recette de poulet que tout le monde lui envie parce qu'elle est secrète et il n'y a que lui qui connaît la recette. Et en fait, elle est tellement bonne que les gens lui disent mais il faut que tu en fasses quelque chose et tout. Et lui, il se dit ouais, putain, je vais aller la vendre et je vais la commercialiser. Seulement, quand il se met à faire ça, personne ne prend au sérieux. Et il va faire à peu près toute la côte des États-Unis. Il va traverser les États-Unis quasiment de long en large pour arriver jusqu'à la côte Est. Et là-bas, un restaurateur, le 1001e restaurateur, va lui dire oui, c'est bon, je te prends ta recette et on en fait quelque chose. Et ça devient KFC, ce que tu connais aujourd'hui. Et l'idée, c'est comment tu continues à avancer, à aller trouver cette 1001e personne pour t'amener cette réussite. C'est la fameuse phrase de… Il faut que je retrouve l'auteur, mais je crois que c'est Churchill qui disait la réussite, c'est savoir aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, chaque échec n'est qu'un retour d'information qui va te donner un nouvel angle d'attaque pour recommencer. C'est une opportunité
pour mieux recommencer en fait. Et quand tu es dans cette logique de mieux recommencer, bah forcément, il n'y a plus d'échecs. Statistiquement, si moi, j'ai mis autant de temps sur les 200 échecs, c'est parce que j'avais zéro stratégie. Et la première croyance, c'est justement de détruire la croyance que tu n'as besoin de personne pour y arriver. Toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui, elles ont toutes des coachs. Même les milliardaires aujourd'hui sont accompagnés de 3, 5, 10 personnes. Et il n'y a aucune personne qui peut réussir comme ça seule si elle n'a pas de l'aide extérieure, d'un expert, d'un formateur, d'un coach, de ce que tu veux en fait. Et l'idée, c'est que tant que tu te fais accompagner comme ça pour avoir ce regard extérieur, les choses changent et tu évolues. Mais ça ne veut pas dire que chaque chose que tu vis est un échec. Chaque chose que tu vis est une nouvelle expérience qui te rapproche de ta réussite. Et donc, statistiquement, si on en revient aux personnes qui vont demander de l'argent, eux, ils savent que toutes les 100 personnes, il y a une personne. Donc, en fait, ils ne perdent pas de temps à se dire « Oh mince, il m'a dit non. Oh zut, sac à papier, j'aurais dû. Oh mince. » Non. Et ils n'ont pas la bonne personne. Merci, au revoir. Tac, ils passent à la suivante. Et un entrepreneur aujourd'hui, surtout dans le monde de l'Internet, tu vois, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tout va extrêmement vite. Je veux dire, les cryptos, les NFT, quand tu regardes le marché aujourd'hui, mais tout est ultra rapide. Donc, si tu n'as pas cette agilité pour aller vite, ben, tu es voué à rester au même endroit, à ne pas avancer. Et encore une fois, ce n'est pas une obligation d'aller vite. L'obligation, c'est de faire des pas solides qui vont te permettre peut-être, au départ, tu vas aller lentement, mais cette lenteur va te permettre d'accélérer après. Parce que tu auras fait les bonnes actions, tu auras mis les bons pieds aux bons endroits. D'accord. Et ça me rappelle un peu, en fait, là, ce que tu disais par rapport à ça, ça me rappelle vraiment l'alchimiste de Paulo Coelho. C'est vraiment un livre et référence à ce niveau-là. Ça permet justement d'avoir cette vision de la chose, de ce lâcher-prise qu'on peut Ouais. appeler Hmm. aussi. Je voulais revenir, parce on a vu un peu le tout, mais la question sur la tarification et les prix, ça rejoint un peu le syndrome de l'imposteur, mais je pense que c'est une question sur laquelle on devrait revenir parce que c'est un problème très, très récurrent. Donc, Ah. si on pouvait, quel conseil en fait tu donnes pour une personne qui te dit, oui, mais j'arrive pas à élever mes prix, je ne comprends pas pourquoi ils paieraient plus que ça. Et pour l'instant, j'ai mis client avec ce prix-là, pourquoi j'irai plus haut? Pourquoi aller plus haut sur les prix? Simplement parce que la valeur que tu vas mettre, en fait, il y a toujours l'histoire de la valeur perçue et la valeur que les gens sont prêts à payer. Parce que, en l'occurrence, quand les gens veulent un service, ce qui va matcher en fait avec la valeur que tu apportes, c'est quel est le problème urgent et douloureux que tu résous. Et au final, c'est je dirais, ce matching entre la douleur que tu résous et ce que les gens sont prêts à payer, ben, c'est simplement de trouver finalement, comme tu disais, la bonne alchimie, de trouver le bon niveau. Et moi, ce que je conseille au départ, c'est pour toutes les personnes qui débutent. Au départ, ce que je conseille, c'est de partir très, très bas. C'est-à-dire, tu as un service, je ne sais pas moi, de coaching ou de consulting. On va prendre le coaching. Un coach débutant, quand il commence, moi, j'ai beaucoup de femmes. Les femmes, quand elles commencent, je leur dis, commence par ce qu'on appelle tu sais, quand tu lances un nouveau produit, on appelle ça un produit bêta. Tu fais une version bêta de ton accompagnement et chaque personne qui va prendre cet accompagnement, bah, au départ, tu vas lui faire payer le tiers de la valeur que ce que toi, tu penses que c'est. Donc, imaginons, tu penses que le produit, en fait, il vaut 3 000 euros. Bah, au départ, tu fais payer la personne 1 000 euros. Et tu l'avertis au départ que à l'intérieur de ce produit, c'est un bêta-test, que tu vas faire des tests avec elle. Et donc, au départ, pour toi, prendre de la confiance en toi par rapport au produit, par rapport à la valeur, tu vas faire payer les gens un petit prix qui va te permettre, toi, de te mettre en confiance, mais surtout de tester de nombreuses choses à l'intérieur de ce produit. Et une fois que tu as fait ces tests-là, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, t'enlèves, tu rajoutes, etc. Mais la personne que tu accompagnes, elle est au courant de ça. Et une fois que tu as fait ça, tu as trouvé ce qui marchait, tu as trouvé et tu as compris la douleur précise de la personne que tu accompagnes,
Et encore une fois, peu importe ce que tu fais, le plus important, c'est le client et ce qu'il est prêt à payer. Et à partir de là, tu commences à augmenter le prix. Tu augmentes le prix en fonction de la douleur que tu résous et surtout en fonction de ce que tu rajoutes à l'intérieur. Si je devais te parler d'un exemple, moi, j'ai mon programme aujourd'hui qui s'appelle Life Changer. Ce programme, ça fait 5 ans que je travaille dessus. Aujourd'hui, le tarif est très élevé. C'est un tarif à 5 chiffres. C'est un produit qui est pour des personnes qui sont déjà à un niveau de chiffre d'affaires qui est entre 4 et 5 chiffres déjà tous les mois. Donc, le produit, je l'ai tellement fait avancer pendant 5 ans qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un produit pour certains entrepreneurs à succès d'élite, mais presque. Et l'idée, c'est que j'ai mis beaucoup de valeur parce que j'ai compris la douleur précise que les personnes de ce niveau-là avaient besoin de résoudre. Et à partir de là, tu te rends bien compte que chaque problème amène de nouveaux questionnements et de nouvelles solutions. Pour faire simple, si aujourd'hui, tu vas voir un généraliste, un médecin généraliste, le médecin généraliste, tu lui dis, écoutez, j'ai mal à la poitrine. Il va dire, bon, vous avez quoi un peu, il va regarder ta bouche, tes oreilles, ok, Doliprane, vous retournez chez vous une semaine, matin, midi, soir, c'est bon. Là, en fait, tu sens que tu as une douleur ici. Mais dans ce cas-là, tu fais quoi? Au lieu de payer 20 balles un généraliste, tu vas aller voir un spécialiste. Et tu vas te dire, ben voilà, il y a un mec, il est spécialiste du haut, il est plus spécialisé dans le cœur. Et le mec, il va faire d'autres choses, tu vois, il va tester d'autres choses. Il va te poser des questions beaucoup plus précises. Il va aller regarder, il va te faire des scanners, il va regarder en IRM. Et là, en fait, le prix n'est pas le même. Et si tu te poses en spécialiste dans ce que tu fais, donc ça veut dire augmenter ton expertise par ta connaissance, je sais pas, les livres que tu lis, les formations, les diplômes pour ceux qui aiment les diplômes, élargir vraiment au maximum ton expertise dans la profondeur, pas dans la largeur. Et aller dans la profondeur de ton expertise, là, te permet de ramener plus. Et j'entends déjà les personnes qui vont me dire, oui, mais quand est-ce qu'on sait qu'on est expert d'un truc? Ben, en fait, l'expertise, elle vient de la bouche de tes clients. C'est tes clients qui finalement vont dire, lui, putain, c'est un expert de ça. Mais tu deviens expert de ça qu'à partir du moment où tu t'es vraiment focalisé sur le client. Et ce qui se passe, c'est que quand on est à cheval sur la valeur, on est à cheval sur soi. On n'est pas à cheval sur combien de personnes j'ai réussi à aider avec mon expertise. Et c'est ça que tu dois regarder. Donc, au départ, comme tu as zéro expertise, c'est mieux de commencer avec un petit prix pour te mettre en confiance et au fur et à mesure d'augmenter graduellement. Et une fois que tu as fait ça, non seulement tu auras un tel niveau et tu seras tellement reconnu que les gens te diront, bah, en fait, croyance limitante, connard intérieur, c'est lui. Voilà, personne d'autre. Et à partir de là, vu que non seulement tu as mis du temps pour ton expertise et tu as aidé plein de gens, bah, au fur et à mesure, avec le bouche à oreille, la notoriété, tout ça prend de l'ampleur en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça y répond plus que parfaitement. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Et c'est vrai que là, on voit un peu. Je pense que on a réglé les plus gros problèmes, ou on va dire les problèmes les plus fréquents. On est passé dessus. Est-ce que tu aurais justement des petits conseils plus généralistes pour conclure? Bah, écoute, je ne donne pas de conseils. Moi, je suis plutôt dans les exemples, parce que j'aime bien parler de mes clients. Et il y a quelque chose qui peut fondamentalement changer les ventes. C'est-à-dire, quand tu lances ton premier business et que tu veux absolument vendre quelque chose, un service ou un produit, ce qui change fondamentalement la donne, c'est d'être complètement tourné vers tes clients. Et plus tu es proche de tes clients, plus tu es proche de leurs problèmes, et mieux ça marche. Et aujourd'hui, regarde bien, pour donner un exemple plus généraliste, comme tu disais, Amazon a tout compris de ses clients. Amazon, aujourd'hui, il a compris que plus personne ne veut se déplacer, faire les magasins. On veut que ça aille vite, tu as ta livraison en 3 jours par Prime. On veut voir plus en détail le produit. Il a fait des photos 3D avec des vidéos. Tu peux tourner le produit dans tous les sens. Tu peux même voir la texture du produit.
euh, des paiements plusieurs fois. Le mec, il a tout compris de ses clients. Et là, au niveau mondial. Donc, si tu arrives à avoir autant de connaissances clients qu'Amazon, tu es le roi du pétrole. Et surtout, tu anticipes sur les besoins futurs. De quoi mes clients ont besoin? En fait, vu qu'ils aiment bien rester chez eux, qu'est-ce que je fais? Je crée une chaîne de télévision Prime. Une idée de génie, franchement. Et tout un tas de services autour de ça. Qu'est-ce que je fais? Je permets à tous les dropshippers de venir travailler avec moi. Et comme ça, tu élargis la palette de douleurs que tu vas, urgent et douloureux, que tu vas résoudre pour tes clients. Et comme ça, tu deviens Amazon, tu deviens, je sais pas, Apple, ce que tu veux. Et est-ce que tu aurais des livres qui pourraient justement aider ces personnes-là vous nous donnez tous des livres de référence que tu conseilles souvent, que tu as beaucoup, beaucoup aimé? Alors là, je suis en train de regarder ma bibliothèque du coup. Euh, Franchement, j'ai envie de te dire, par rapport au blocage, aux croyances limitantes, moi, le livre qui m'a vraiment comment dire, tourné vers la PNL, c'était le livre de Tony Robbins. C'est Pouvoir illimité. Et dans le même registre, au niveau mindset, etc., le livre d'un de mes mentors, Steve, by Steve, Karma Sutra, que je vous recommande. Il y a la dernière version collector qui est sortie, donc franchement, je vous le recommande vivement. Dans un registre plus, comment dire, plus business, il y a, moi, j'ai beaucoup aimé le livre, alors je l'ai là en plus, tu vois, ça tombe bien. Expert Secret, je ne sais pas si on le voit, voilà, Expert Secret. Ça, c'est en lien en fait avec Russell Brunson, qui est un des géants des tunnels de vente et compagnie. Alors, au-delà des tunnels de vente, ce qui est vraiment impressionnant dans ce qu'il dit, c'est qu'il a compris la demande de ses clients à un tel niveau que tout est, comment dire, fin et analysé en fonction de sa clientèle. Et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, avoir une telle connaissance client te permet de donner une expérience client à tes clients, en fait, hors du commun. Et tu sais, c'est un peu ce que vivent euh, les personnes quand elles vont acheter. J'aime bien tacler les mecs qui ont des Lamborghini. C'est quand tu vas acheter une Lambo, tu vis une expérience, en fait. C'est pour ça que Lamborghini, Ferrari, ils ne font pas de publicité à la télé parce que leurs clients, ils ne sont pas en train de regarder la télé. Et l'idée, c'est que le jour où tu arrives à faire vivre une expérience client comme ça à tes clients, là, tu es Lamborghini, tu es Ferrari. Voilà. Et je pense que l'expérience client, ce que les Américains appellent le wow effect, si les gens, quand ils ont bossé avec toi, il n'y a pas ce wow, putain, c'était génial, c'est que tu n'as pas assez creusé, que tu ne les connais pas assez encore. Voilà. Parfait, parfait. C'est vrai que on va essayer de donner ce wow effect à tous les clients. Et je voulais justement savoir où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on a besoin de questions, si on a envie de te parler. Alors, là, effectivement, sur le réseau où je suis le plus actif actuellement, c'est Facebook et Instagram. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc j'ai créé un livre qui va sortir, j'espère, début de l'année. J'avais dit que je le sortais en novembre, il n'est pas sorti, donc j'ai honte. Mais il va peut-être sortir, j'espère, le terminer janvier-février. Ce livre, il sera à la vente sur Amazon, parce que je vais le faire en libre édition. Et le mieux, c'est encore d'aller justement sur ma chaîne YouTube, où les personnes pourront voir tout le contenu que je développe sur tous les sujets qu'on a vus aujourd'hui, légitimité, la valeur, syndrome de l'imposteur, tout ça, je le traite sur ma chaîne YouTube avec des vidéos plus détaillées. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai l'accompagnement dont j'ai parlé aujourd'hui, Life Changer, et un autre programme qui est complètement en ligne qui s'appelle Papillon. Donc tout ça à retrouver prioritairement sur Facebook, Instagram et YouTube. Parfait, parfait. Ici, moi, je ne te connaissais pas. J'ai pu te connaître grâce à Jérémy Coleman, qui m'a, d'ailleurs, je le remercie parce que c'était une très belle découverte. Et Merci. c'est lui qui t'a justement conseillé, il m'a vraiment recommandé
te recevoir ici sur l'émission. Et pour trouver d'autres perles, bah, je vais te demander la même chose. Est-ce que tu as 3 personnes en tête que tu penses très intéressantes à recevoir ici? Alors, je viens d'avoir un autre, comment dire, une personne de plus. Donc, la première à laquelle je pense, c'est Julien Ridouard, qui est un frère pour moi, qui est un ami exceptionnel. C'est un entrepreneur de talent. Pour moi, j'arrête pas de le faire chier avec ça, c'est le Grant Cardone français. Enfin bref, il a vraiment un côté très expansif. Il y a un autre de mes amis et frères qui s'appelle Florian Hugues. Lui, c'est un expert en copywriting. Il travaille avec des géants de l'industrie du coaching aujourd'hui, un peu partout en France et à l'international. Et il y a Vanak Tok, donc Vanak, qui est le créateur de la chaîne Prendre sa vie en main, qui a, je crois, 300 000 abonnés, enfin un peu plus. Et lui, il est exceptionnel dans la partie. Là, aujourd'hui, il a un gros focus crypto et c'est quelqu'un d'extrêmement efficient et très, comment dire, très organisé dans ce qu'il fait. Donc, vraiment, 3 énergies, 3 belles personnes que je vous recommande d'aller découvrir. Et puis, bah, si tu veux les interviewer, je pense que là, les gens vont découvrir justement de nouvelles personnes. Et parce que là, il y a 3 garçons, je vais quand même te recommander une femme que je trouve assez exceptionnelle qui s'appelle Andrea Emarosa. Et elle, tu peux la retrouver que sur Instagram. C'est une experte en branding et elle est très, très forte aussi dans son domaine. Une énergie de malade et un mindset de malade. Donc, voilà, ça te fait 4 personnes à aller découvrir. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas pour toute la valeur que tu nous as donnée. On va continuer à te suivre, on va regarder ce que tu nous proposes. C'était vraiment bien. Franchement, je pense que les personnes vont apprécier parce qu'on a regardé ensemble tous les problèmes les plus récurrents qui bloquent vraiment en fait la personne d'atteindre le potentiel qu'elle veut atteindre en termes de vente. Et je pense que c'est quelque chose, c'est des outils qui peuvent être utilisés surtout même dans la vie, dans les relations en général. Et tu pourras le confirmer, mais ça change vraiment une vie quand on a ces outils en main. On ne combat plus la vie de la même manière. C'est vraiment une autre force qu'on a avec. Exactement. Et le mot de la fin, ce serait vraiment investissez en vous et allez voir Youssef, allez voir ce qu'il fait. Et c'est des gens comme toi qui font accélérer aussi les carrières des personnes qui veulent décoller. Donc, il y a un moment, il ne faut pas se mentir. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire les choses seul. Il y a un moment, il faut vraiment investir en soi. Et ce n'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Sur cette punchline de fin, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Et Merci à toi. je pense qu'on se reverra. Donc, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Mehmet. Merci à toi. Ciao.